Le laboratoire était baigné par la lueur bleutée des scanners. Devant eux, le docteur Jonathan observait en silence les images de plus de 300 000 esprits humains, chacun représentant une carte unique d'expérience et de souvenirs. Pourtant, l'une d'elles le laissa sans voix. Elle appartenait à une femme de 64 ans diagnostiquée avec une démence. 2 mois après avoir commencé un traitement expérimental, son cerveau brillait comme une aube nouvelle. De nouvelles connexions s'étaient formées, révélant la vie et l'espoir. « Le cerveau peut rajeunir », murmura-t-il, émerveillé. Cette scène le conduisit à une conclusion bouleversante. Vieillir n'était pas une condamnation, mais un choix. Chaque pensée, chaque repas, chaque nuit de sommeil avait le pouvoir de renforcer ou de détruire l'esprit. Il découvrit que certains jeunes avaient un cerveau prématurément vieilli par le stress et la technologie, tandis que certains aînés affichaient une énergie mentale étonnamment juvénile. Il comprit alors que l'ennemi n'était pas l'âge, mais le mode de vie. Déterminé à aller plus loin, le docteur Jonathan entreprit d'étudier les facteurs capables non seulement de ralentir la dégénérescence, mais aussi de l'inverser. Ses recherches le menèrent à identifier 5 aliments capables de rajeunir le cerveau en seulement 2 mois. Voici l'histoire de ces découvertes, et comment, quel que soit l'âge, le cerveau peut retrouver clarté, calme et vitalité. Au début de son enquête, la technologie lui permettait d'observer un cerveau vivant en temps réel, ce qui relevait autrefois de la science-fiction. Il se souvenait du jour où il se tenait devant son premier scanner, écoutant le bourdonnement constant qui captait le flux invisible de la vie. Beaucoup de médecins croyaient encore que le cerveau était un organe immuable. Il naissait parfait et se détériorait lentement. Mais les images que Jonathan voyait défiaient tout ce qu'il avait appris dans les livres. Chaque cerveau était unique, avec des motifs rappelant des galaxies en mouvement. Certains rayonnaient d'équilibre, d'autres révélaient le chaos, des cicatrices et des zones sombres marquées par le stress. Bientôt, il comprit quelque chose de profond. Le cerveau racontait des histoires. Il pouvait voir le traumatisme en couleurs, la peur en ondes irrégulières et la sérénité dans l'harmonie de ceux qui méditaient. Chaque émotion, chaque habitude, chaque aliment agissait comme un outil sculptant sa structure au fil des années. Cette révélation le bouleversa. Si le cerveau reflétait nos choix, alors des millions de personnes construisaient, sans le savoir, leur propre déclin. Avec le temps, il remarqua un schéma inquiétant. Des patients de plus en plus jeunes présentaient des signes de dégradation cérébrale qu'on n'observait autrefois que chez les personnes âgées. Des étudiants souffrant d'une mauvaise circulation cérébrale, des adolescents dont les centres de mémoire s'éteignaient sous l'effet du stress, du manque de sommeil et d'une mauvaise alimentation. Il appela ce phénomène « démence numérique », une maladie silencieuse du monde moderne provoquée par l'excès d'écran, de sucre, d'insomnie et de surstimulation. Parmi des milliers de scanners, un le marqua profondément. Celui de Robert, un entrepreneur de 42 ans, qui avait bâti une entreprise millionnaire, mais qui avouait avoir perdu sa clarté mentale. En réunion, il oubliait pourquoi il était là. Son cas devint le symbole d'une vérité douloureuse. À l'ère de la technologie, l'esprit humain s'éteint bien avant le corps. La patience de Robert s'était évanouie, tout comme sa créativité, cette force qui l'avait conduit au succès. Lorsque le docteur Jonathan examina son scanner, il fut frappé par le résultat. Le cerveau de cet homme semblait éteint, sans vie. Les lobes frontaux, responsables de la concentration et de la prise de décision, apparaissaient gris et diffus. « J'ai l'impression de disparaître », murmura Robert d'une voix éteinte. Au lieu de lui prescrire une pilule, Jonathan lui proposa un changement radical. Mieux manger, mieux dormir et respirer plus lentement. Il lui présenta également 5 aliments essentiels, qui allaient, sans qu'il le sache encore, devenir la base de sa future recherche. 2 mois plus tard, lorsque Robert revint pour un nouvel examen, le docteur eut du mal à croire ce qu'il voyait. Les couleurs étaient revenues, le flux sanguin s'était réactivé et l'équilibre neuronal semblait renaître. Jonathan n'oublia jamais le sourire de Robert ce jour-là, lorsqu'il dit « J'ai l'impression d'avoir retrouvé mon esprit ». À cet instant, le docteur comprit qu'il n'étudiait plus des maladies, mais des renaissances. Dès lors, il commença à rassembler des milliers de scanners avant et après, les superposant pour découvrir des motifs communs. Tous révélaient la même vérité.
Le cerveau ne vieillit pas sans raison, il réagit. Il réagit à l'inflammation, aux toxines, aux émotions et à la négligence. Mais il répond aussi aux soins, à la nutrition et à l'oxygène. Dès qu'il reçoit ce dont il a réellement besoin, il entame un processus de régénération. Les neurones repoussent, les synapses se reconnectent et la circulation retrouve sa vigueur. Les données étaient si révélatrices qu'elles semblaient presque spirituelles, comme si la nature avait laissé des indices de guérison en attente d'être décodés. Lors de ces conférences, Jonathan montrait 2 images comparatives. À gauche, un cerveau assombri, aux contours irréguliers et au centre éteint. À droite, le même cerveau 60 jours plus tard, symétrique, lumineux et plein d'énergie. Le public retenait son souffle pendant qu'il disait « Ce n'est pas le vieillissement, c'est la nutrition, c'est l'oxygène, c'est l'espoir ». Bientôt, il fit une découverte encore plus surprenante. Les cerveaux qui se régénéraient le plus rapidement appartenaient à des personnes convaincues qu'elles pouvaient guérir. Ceux qui remplaçaient l'autocritique par la curiosité et la culpabilité par la gratitude montraient une paix tangible dans leur scanner. Leur flux sanguin se stabilisait et tout indiquait que l'attitude mentale était, elle aussi, un nutriment. Jonathan appela ce lien neurofoie, car ce qu'une personne croit à propos de son cerveau transforme son cerveau. Le doute le contracte, l'espérance l'expanse. Malgré les preuves, le monde extérieur continuait de résister. La plupart des gens cherchaient encore des pilules plutôt que des plantes, des solutions rapides plutôt que le soin de soi. Les files d'attente des fast-foods restaient plus longues que celles des étals de fruits, mais ceux qui osaient suivre ces recommandations prouvaient qu'il avait raison. Leurs histoires devenaient des éclats de lumière au milieu des données. Après 20 ans de travail, la clinique du Dr Jonathan s'était transformée en un centre de guérison où des personnes venues du monde entier affluaient, non pas seulement pour survivre, mais pour se retrouver elles-mêmes. Dans les couloirs résonnaient des rires, des sanglots et des soupirs de soulagement. Sur son bureau, il gardait un unique cadre contenant une image formée à partir des 300 000 premiers scanners superposés. Une galaxie de lumière, de couleurs et de mystères. Chacun de ces points, murmurait-il, est une seconde chance. Alors surgit la grande question. Si les mauvais aliments font vieillir le cerveau et les bons le rajeunissent, que se passerait-il si nous construisions toute notre vie autour de ces aliments? Que se produirait-il si nous mangions non par habitude ou par plaisir, mais pour la clarté, la mémoire et la paix intérieure? Peut-être pourrions-nous non seulement prolonger les années de vie, mais aussi les années de lucidité. Cette réflexion l'amena jusqu'à toi. Car ce que le docteur Jonathan avait découvert n'appartenait pas à un laboratoire, mais à l'humanité entière. Les aliments qui régénèrent le cerveau ne sont ni rares ni coûteux. Ils sont accessibles, naturels et à la portée de tous. Ces aliments ne sont ni étranges ni exotiques. Ils se trouvent partout dans les marchés, les jardins et les cuisines. Mais le pouvoir qu'ils libèrent, lorsqu'ils sont consommés avec constance, est extraordinaire. Ils peuvent rendre le cerveau plus agile, plus jeune et plus serein, et les preuves sont là. En seulement 60 jours, les scanners ne mentent pas. Cependant, avant de révéler quels étaient ces 5 aliments miraculeux, le docteur Jonathan comprit qu'il fallait d'abord connaître l'ennemi, ce qui détruit le cerveau. Sa découverte fut plus sombre qu'il ne l'imaginait. La dégénérescence mentale ne survient pas du jour au lendemain. Elle progresse lentement, comme une côte érodée par les vagues, jusqu'à ce que les maisons s'effondrent. Pendant des années, Jonathan pensa que la perte de mémoire n'était qu'une conséquence du vieillissement, mais en comparant les scanners d'adolescents, d'adultes jeunes et de personnes âgées, il vit les mêmes schémas de dégradation, des décennies avant ce qui était prévu. Les lobes frontaux de certains jeunes de 19 ans étaient aussi usés que ceux d'un fumeur de 60 ans. La cause n'était pas le temps, mais le mode de vie moderne. Manque de sommeil, surstimulation numérique, alimentation ultra transformée et stress constant. Tout cela accélérait le vieillissement cérébral à une vitesse inimaginable. Jonathan commença à l'expliquer à ses patients avec une métaphore simple. Ton cerveau est comme une forêt. Chaque pensée, chaque respiration et chaque bouchée peut soit l'arroser, soit l'enflammer. Lorsque ses patients se plaignaient de fatigue, d'irritabilité ou de perte de mémoire, il leur montrait les scanners, des zones où le flux sanguin s'affaiblissait, semblables à des arbres fanés dans une forêt asséchée. Certains pleuraient, d'autres riaient nerveusement,
mais tous posaient la même question. Peut-il repousser? Sa réponse était claire. Oui, le cerveau humain possède une merveille cachée appelée neuroplasticité, la capacité de créer de nouvelles connexions, même à un âge avancé. Il montrait des images prises à quelques semaines d'intervalle, et le changement semblait magique. Mais ce n'était pas de la magie, c'était de la biologie pure. Lorsqu'on élimine les aliments inflammatoires, qu'on augmente la consommation d'antioxydants et d'acides gras oméga 3, qu'on dort profondément et qu'on réduit le stress, le flux sanguin revient dans les zones obscures et les neurones se reconnectent. La forêt refleurit. Mais la plupart des gens ne donnent jamais cette chance à leur cerveau. Ils vivent prisonniers d'un cycle de confort. Petit déjeuner chargé de sucre et de caféine, déjeuner pris à la hâte dans la voiture, soirées illuminées par des écrans qui bloquent la mélatonine et empêchent le repos. Les dégâts s'accumulent en silence. À 40 ans, ils rient de leur trou de mémoire. À 60, ils oublient des conversations entières. Sans s'en rendre compte, ils affament l'organe qui définit qui ils sont. Jonathan se demandait sans cesse pourquoi personne n'enseignait cela à l'école. On apprend à se brosser les dents, à soigner sa peau, à entraîner ses muscles, mais personne ne nous apprend à nourrir nos neurones. Nous ignorons notre cerveau jusqu'à ce qu'il faiblisse, puis nous appelons cela le destin. Il décida de changer cette narration. Un après-midi, une femme nommée Claire, institutrice de profession, arriva à sa clinique. Elle était fière de son esprit vif, mais récemment elle oubliait les noms de ses élèves. Son scanner montrait un cerveau pâle, surtout au niveau de l'hippocampe, le centre de la mémoire. « Est-ce permanent ?» demanda-t-elle, inquiète. « Seulement si tu continues à le nourrir de la même manière », répondit Jonathan. Il lui prescrivit une thérapie différente, couleur, texture et saveur. Il lui demanda de manger comme si elle reconstruisait une œuvre d'art. Il lui recommanda des fruits rouges, des graines, des légumes verts, du poisson, de l'eau et de la lumière du soleil. 2 mois plus tard, ses scanners révélaient une renaissance. Le flux sanguin s'était réactivé et Claire disait en souriant « J'ai l'impression que mon esprit s'est réveillé ». Ce fut alors que Jonathan comprit quelque chose d'encore plus profond. La nourriture n'est pas seulement de l'énergie, c'est de l'information. Chaque molécule transmet des instructions au cerveau. Le sucre lui dit « aie peur ». Les bonnes graisses lui disent « crée des connexions ». Les antioxydants lui disent « guéris ». Le cerveau écoute chaque repas comme s'il lisait un code. C'est ainsi qu'il commença à voir l'alimentation comme le langage de la jeunesse. Ceux qui parlaient ce langage avec fluidité pensaient et se sentaient plus jeunes, quel que soit leur âge. Ils se souvenaient mieux, dormaient plus profondément, étaient plus calmes, riaient davantage et aimaient plus intensément. Chaque fois qu'il observait les scanners de ses patients, il pensait « Voilà à quoi ressemble le cerveau d'une personne de 20 ans dans le corps d'un quinquagénaire ». Mais il savait aussi que les mauvaises décisions pouvaient détruire ce que les bonnes avaient reconstruit. Chaque cigarette, chaque nuit sans sommeil, chaque excès d'aliments ultra transformés laissait des cicatrices invisibles, des microdommages qui, accumulés, devenaient dévastateurs. C'était comme laisser tomber un grain de sable chaque jour dans le mécanisme d'une horloge. Vient un moment où elle s'arrête simplement. Jonathan comprit qu'il devait éveiller les gens, non pas avec des statistiques, mais avec la vérité. Il commença à décrire le vieillissement du cerveau à l'aide d'images impossibles à oublier. « Imaginez que votre esprit est comme une salle de concert », disait-il. À 20 ans, toutes les lumières sont allumées et les instruments parfaitement accordés. À 40 ans, certaines ampoules commencent à vaciller. À 60 ans, la moitié de la scène est plongée dans l'obscurité. Mais lorsque les gens changent leur alimentation, ces lumières peuvent se rallumer. La musique peut revenir. Ces conférences se remplissaient plus vite qu'ils ne pouvaient les organiser. Les gens avaient faim d'espoir. Ils ne voulaient plus de pilules. Ils voulaient un chemin vers eux-mêmes. Il leur disait que tout commençait par la conscience. Cessez de voir la dégradation comme une fatalité. Commencez à observer comment votre cerveau se sent après chaque décision. Après le sommeil, après le sucre, après le stress. La conscience, répétait-il, est le premier signe de réparation. Puis il marquait une pause et demandait d'imaginer à quoi ressemblerait votre vie si votre cerveau rajeunissait chaque année au lieu de vieillir, si vous pouviez vous concentrer naturellement, si votre mémoire devenait plus nette, si votre créativité coulait comme à 20 ans. Et il concluait
Ce n'est pas de la fantaisie, c'est la biologie qui attend votre permission. Il savait que cette permission passait par l'alimentation. Pendant des décennies, il distilla tout ce qu'il avait appris en 5 aliments précis, capables d'inverser les schémas de dégradation observés sur les scanners cérébraux. Ils n'étaient ni exotiques ni rares, mais simples et quotidiens. Plus ses patients les consommaient, plus les résultats devenaient clairs. En seulement 60 jours, leur cerveau semblait renaître. C'est alors que le docteur Jonathan comprit qu'il ne luttait plus contre la maladie, mais qu'il enseignait la régénération. Mais avant de révéler ces 5 aliments qui rajeunissent le cerveau, disait-il, il fallait d'abord connaître les ennemis qui vivent encore dans la plupart des cuisines. Car tant que tu ne sais pas ce qui t'empoisonne, tu ne peux pas savourer véritablement la guérison. Jonathan répétait souvent que le pire ennemi du cerveau n'est pas l'ignorance, mais l'indifférence. La plupart savent que la malbouffe et le stress les détruisent, mais traitent ces vérités comme un simple bruit de fond. Le dommage ne crie pas, il murmure. On ne se réveille pas un jour avec un cerveau brisé. C'est une érosion lente nourrie par de petites décisions. Un verre de trop, une nuit sans sommeil, un après-midi alimenté par le sucre au lieu des nutriments. Il en avait vu la preuve. Dans sa clinique, les cerveaux des grands buveurs ressemblaient à la surface de la Lune, fissurés, parsemés de zones sombres où l'activité avait disparu. Mais ce qui le bouleversa le plus furent les scanners de ceux qui se considéraient comme des buveurs modérés. Ils ignoraient que chaque gorgée d'alcool réduisait le flux sanguin cérébral, engourdissait les lobes frontaux et estompait la personnalité. Précisément les régions responsables de l'empathie, de la prise de décision et de la créativité. L'essence même de ce que nous sommes. Il commença alors à dire une vérité que peu de médecins osaient se prononcer. L'alcool ne contient pas d'alcool, il t'efface lentement. Puis venait le sucre, ce doux tueur silencieux. Jonathan le comparait à la rouille sur le métal. Au début, elle est invisible, mais avec le temps, elle corrode tout. Le sucre enflamme le cerveau et fait grimper le taux d'insuline. Il montrait les scanners de personnes nourries aux produits ultra transformés. Des taches rouges et orangées brûlaient sur les images comme un incendie sur une carte. Ce feu ne provoquait pas seulement le diabète. Il rétrécissait aussi les centres de la mémoire. Une étude après l'autre confirmait ce qu'il avait vu des milliers de fois. Plus le taux de sucre dans le sang est élevé, plus le cerveau est petit, et chaque envie sucrée était un petit acte d'autodestruction. Le manque de sommeil était un autre tueur silencieux. Lorsque ses patients se plaignaient de fatigue, d'irritabilité ou de perte de mémoire, il ne leur prescrivait pas de pilule. Il commençait par le sommeil. « Ton cerveau a un quart de nuit », expliquait-il. Il nettoie, répare et réajuste chaque système. Si tu ne le laisses pas travailler, les déchets s'accumulent. Il montrait les scanners de personnes dormant seulement 5 heures par nuit. Leurs cortex préfrontaux apparaissaient sombres, leurs centres de décision en hibernation. Même la caféine ne pouvait les sauver. Elle n'offrait qu'une clarté illusoire à l'aube. Le stress était plus difficile à mesurer, mais tout aussi destructeur. La peur constante inondait le corps de cortisol et volait l'énergie des neurones. Les personnes vivant dans une anxiété chronique, financière, émotionnelle ou sociale, présentaient un amincissement de l'hippocampe, l'encre de la mémoire. Jonathan résumait cela devant son auditoire. Un esprit anxieux, c'est comme verser de l'acide sur le cerveau. Les scanners ne mentaient pas. La peur laissait des traces d'hyperactivité, surtout dans l'amygdale, le centre d'alerte du cerveau. Mais lorsque ces patients apprenaient à respirer, méditer ou pardonner, ces zones brûlantes commençaient à se refroidir. C'était la preuve visible que la paix peut se pratiquer jusqu'à devenir réelle. Le tabac, lui aussi, laissait ses marques indélébiles. Jonathan montrait à ses patients des images comparatives, le cerveau d'un non-fumeur, lumineux et équilibré, et celui d'un fumeur, à moitié endormi, au vaisseau sanguin rétréci. La nicotine comprimait le flux sanguin comme un poing se refermant sur une paille. Même des années après avoir cessé, une partie des dommages persistait. Mais la guérison commençait toujours dès que l'oxygène revenait. Jonathan ne prononçait pas de discours remplis de théories. Il montrait la vérité en couleur. Voir leurs propres scans cérébraux endommagés produisait un effet qu'aucun avertissement n'avait jamais réussi à provoquer. Cela brisait la négation. Cependant, le schéma le plus alarmant provenait d'une menace moderne inattendue, les aliments ultra-transformés. Il les appelait la nourriture plastique.
C'étaient les habitudes de ceux qui vivaient de snacks emballés, de fritures et d'additifs artificiels. Leur cerveau semblait affamé, moins comme des forêts et plus comme des déserts. Le flux sanguin y était lent, l'activité dispersée. Et ce n'était pas seulement parce que ces aliments manquaient de nutriments, mais parce qu'ils provoquaient une inflammation si profonde qu'ils faisaient vieillir le cerveau bien avant l'heure. Jonathan commença à appeler ce phénomène l'effondrement silencieux. Il n'y avait ni douleur ni symptômes immédiats, seulement une lumière qui s'éteignait peu à peu. Les gens pensaient aller bien, jusqu'au moment où ce n'était plus le cas. Un homme commença par oublier ses clés et finit par oublier l'anniversaire de sa fille. Une femme perdait patience sans raison, persuadée que son partenaire avait changé, sans voir que ses propres circuits émotionnels s'effondraient. La perte de mémoire était une chose, l'effondrement du moi, une autre, bien plus profonde. Jonathan racontait l'histoire de Margaret, une institutrice à la retraite. Elle n'avait jamais fumé, ni bu, mais elle adorait le sucre. Biscuits, gâteaux, thé sucré. C'était sa consolation. Lorsqu'elle arriva à la clinique, se plaignant de fatigue et d'oubli, son scan ressemblait à celui d'une personne atteinte d'une démence précoce. Il lui demanda de passer 60 jours sans sucre, en le remplaçant par des baies et des noix, de boire de l'eau, de dormir 8 heures et de marcher chaque jour. Pour Margaret, cela semblait trop simple pour être efficace. Mais 2 mois plus tard, le changement fut spectaculaire. Ses couleurs étaient revenues, son énergie aussi, et son humeur. En regardant son nouveau scan, elle murmura « J'ai l'impression de pouvoir penser clairement à nouveau ». C'est à ce moment-là que Jonathan comprit quelque chose de profond. La relation avec la nourriture est émotionnelle. Elle peut être une histoire d'amour ou une trahison. Chaque bouchée est un message que tu envoies à ton moi du futur. Tu peux envoyer de l'amour ou du poison. La plupart ne choisissent pas le poison parce qu'ils veulent mourir, mais parce que personne ne leur a appris qu'ils pouvaient vivre autrement. Jonathan commença alors à enseigner partout. Le cerveau n'a pas de point mort. Tu le nourris avec la vie ou avec la mort. Chaque décision fait pencher la balance. Il rappelait à son auditoire que l'âge, les gènes ou l'hérédité ne sont pas le destin. Le destin, c'est l'habitude. Et l'habitude peut être réécrite. Pourtant, il refusait de laisser les gens dans la peur. On ne guérit pas avec la culpabilité, disait-il. La guérison commence avec la responsabilité. Les scans lui avaient déjà montré l'antidote. Les cerveaux qui se régénéraient le plus vite n'étaient pas seulement ceux qui avaient arrêté le sucre ou l'alcool, mais ceux qui avaient remplacé le mauvais par le bon. La nature nous avait offert des armes plus puissantes que n'importe quel médicament, cachées dans des aliments simples que la plupart ignorent. Des aliments capables de reconstruire la forêt, rallumer la lumière et faire fonctionner un cerveau de 60 ans comme celui d'un trentenaire. Ce soir-là, devant un auditoire plein à craquer, le docteur Jonathan sourit et dit « Si tu as abîmé ton cerveau, tu peux le réparer. Si tu l'as vieilli, tu peux le rajeunir. Et le premier pas ne commence pas en pharmacie, mais dans ta cuisine. » La salle resta silencieuse quand apparut la première image à l'écran. Un bol de myrtille bleue scintillant sous une lumière douce. Hier, le docteur Jonathan vécut quelque chose qui allait changer à jamais sa vision du temps et de la guérison. Jusqu'alors, il croyait fermement que le cerveau avait besoin d'années pour se remettre de décennies d'usure. Mais lorsqu'il observa pour la première fois une transformation totale en seulement 60 jours, il comprit qu'il faisait face à une vérité bien plus profonde. Une de ses patientes, une femme de 50 ans qui peinait à maintenir son attention jusqu'à la fin d'une phrase, revint 2 mois plus tard complètement changée. Elle lisait des romans, riait sans effort et se souvenait de dates importantes. Sur ses nouveaux scans, les zones grises autrefois fatiguées s'étaient remplies de couleurs, comme si son esprit était renaissant. À partir de cette expérience, le docteur Jonathan baptisa ce processus la réinitialisation des 60 jours. Selon lui, cette période suffisait pour que le cerveau crée de nouvelles neurones, réduise l'inflammation et retrouve son rythme naturel de pensée. Sa formule, loin d'être un mystère ou une poudre miraculeuse, reposait sur 5 aliments simples que la plupart des gens ignorent, sans savoir qu'ils sont de véritables médicaments pour le cerveau. Le premier, c'était les myrtilles. Petites, légères et riches en anthocyanine, les pigments qui leur donnent leur couleur bleue intense.
Jonathan montrait souvent des images comparatives du flux sanguin cérébral avant et après un régime riche en myrtilles. La différence était spectaculaire. Les zones liées à la mémoire brillaient comme une ville illuminée au crépuscule. Il disait souvent « Chaque poignée de myrtille murmure à ton cerveau. Reste jeune. » Il recommandait une tasse par jour, fraîches ou congelées, ajoutées au yaourt, au gruau ou simplement nature. « Elles n'adoucissent pas seulement ton petit déjeuner, » disait-il en souriant. « Elles adoucissent aussi ton avenir. » Le deuxième aliment était le saumon sauvage ou tout autre poisson gras. Lorsqu'il parlait des acides gras oméga 3, il le faisait avec la passion d'un poète décrivant la lumière. « Ton cerveau est composé à 60% de graisse, » expliquait-il. Chaque pensée circule sur des autoroutes de graisse, et lorsque ces routes sont endommagées, tes idées deviennent lentes. Les oméga 3 les réparent. Dans ces études comparatives, ceux qui consommaient des graisses saines présentaient une activité mentale beaucoup plus claire que ceux qui les évitaient. Pour les végétariens, il recommandait des suppléments de DHA issus des algues, tout en insistant toujours, d'abord la nourriture, ensuite les compléments. Le troisième aliment était l'avocat. Pendant des années, il avait été mal compris à cause de sa teneur en graisse, mais Jonathan avait l'habitude de lever une moitié d'avocat et de dire « Ce n'est pas de la graisse, c'est du carburant ». Il expliquait que ces huiles mono-insaturées maintenaient les artères flexibles et permettaient à l'oxygène d'atteindre les zones les plus fines du cerveau. Il racontait l'histoire d'une peintre de 70 ans qui affirmait percevoir les couleurs avec plus d'intensité depuis qu'elle mangeait un demi-avocat par jour. Il plaisantait. Peut-être que l'important n'est pas le vert à l'extérieur, mais le vert à l'intérieur. Le quatrième groupe était constitué des légumes à feuilles vertes comme les épinards, le choucal ou les bêtes. Il les appelait les gardiens silencieux, car ils regorgent d'acide folique, de magnésium et de vitamine K, des nutriments qui renforcent les neurones et stabilisent l'humeur. Lorsque ses patients se plaignaient d'irritabilité ou de fatigue, Jonathan demandait souvent « Combien de fois par semaine manges-tu quelque chose de vert ?» La réponse était presque toujours « Presque jamais ». Il répondait « Alors ton cerveau a faim de lumière solaire ». Après quelques semaines d'inclusion de ces légumes, ses patients revenaient plus calmes, concentrés et sereins. Le cinquième et dernier aliment étaient les graines et les fruits secs, en particulier les noix et les graines de courge. Les premières apportaient magnésium et zinc, des minéraux associés au calme et à la clarté mentale. Les secondes fournissaient des oméga 3 végétaux et des antioxydants qui protégeaient les délicates connexions cérébrales. Sur le bureau du docteur, il y avait toujours un bocal avec un mélange des deux. Quand il voyait un patient avec une envie de sucre, il proposait le bocal et disait « Remplace le chaos par la concentration ». Pour lui, chaque graine était un petit outil de réparation pour le cerveau. Les graines et les fruits secs agissaient comme de minuscules réparateurs, calmant le système nerveux et améliorant la concentration. Combinés, ces 5 aliments formaient une symphonie pour le cerveau. Les myrtilles apportaient couleur et vitalité. Le poisson maintenait le flux sanguin. L'avocat favorisait la circulation. Les feuilles vertes renouvelèrent l'esprit. Les noix et graines offraient protection. Il ne s'agissait pas de chercher la perfection, mais de nourrir le corps chaque jour pour renaître de l'intérieur. Le docteur Jonathan appela sa méthode le plan de résurrection cérébrale de 60 jours. La première semaine, le corps passait par un nettoyage complet. Pas de sucre, pas de farine raffinée, pas d'huile transformée. Ensuite, il introduisait les 5 aliments essentiels de manière alternée. À la 4e semaine, l'énergie revenait. À la 6e, la mémoire devenait plus aiguisée. Et à la 8e, les scanners montraient des cerveaux rajeunis. Tous les patients décrivaient la même sensation. C'est comme si le brouillard s'était dissipé. Dans des centaines de cas, les résultats coïncidaient. Meilleure circulation, sommeil profond, concentration et équilibre émotionnel. Mais ce qui émut le plus Jonathan n'étaient pas les changements biologiques, mais les changements émotionnels. Quand le cerveau guérit, disait-il, l'âme le ressent aussi. Les gens devenaient plus gentils, plus légers, plus vivants. Lors d'un de ses séminaires, il montra 2 images cérébrales prises à 60 jours d'intervalle. L'auditoire retint son souffle. Les couleurs semblaient un lever de soleil. Jonathan expliquait que c'était la véritable signification de l'amour de soi, prendre soin de son cerveau avec discipline.
Le cerveau n'est pas une machine, disait-il, c'est un jardin. Si tu le nourris avec du poison, les ombres pousseront. Si tu le nourris correctement, la vie fleurira. La clarté et la mémoire reviennent peu à peu et la joie s'éveille quand la constance devient habitude. Son message dépassa largement les murs de sa clinique. Des personnes du monde entier partagèrent leurs expériences. Plus d'énergie, meilleur sommeil, pensée plus claire. Les professeurs corrigeaient plus vite. Les étudiants apprenaient de nouvelles langues. Les artistes sentaient leur inspiration revenir. Face à tout cela, Jonathan ressentit un espoir rare. Il pensa, si le cerveau peut rajeunir, peut-être que le monde peut le faire aussi. Il terminait toujours ses conférences avec le même conseil. Pendant 60 jours, traite ton cerveau comme un terrain sacré. Protège-le de ce qui le détruit. Nourris-le comme un roi et laisse-le se reposer comme un enfant. Tu ne penseras pas seulement différemment, tu seras différent. Cette nuit-là, lorsque les lumières du laboratoire s'éteignirent, Jonathan resta à observer les scanners qui brillaient comme des galaxies de vies humaines. Il s'arrêta devant l'image d'un jeune dont le cerveau, auparavant terne et sans vie, irradiait désormais de lumière. Ce n'était pas un miracle, pensa-t-il, seulement la biologie dans son expression maximale. Il se souvint alors de sa première patiente. La femme dont le cerveau éteint avait retrouvé la lumière en seulement 60 jours. Dans la lettre qu'elle lui avait envoyée, elle écrivait « Maintenant, je ne vois pas seulement les couleurs, je peux aussi les ressentir. » Et à cet instant, Jonathan comprit le véritable objectif de son travail. Il ne s'agissait pas seulement de vivre plus longtemps, mais de retrouver la vie pleinement. Dehors, la ville continuait de courir. Les gens s'inquiétaient, se distrayaient, appelaient vieillesse la fatigue et normale l'anxiété. Mais lui connaissait la vérité. Le cerveau ne veut pas mourir. Il ne désire que de l'air, du calme, du silence et des soins. En regardant par la fenêtre, il murmura « Quelqu'un là-dehors commencera ce soir, car ton cerveau entend chaque bouchée, chaque respiration, chaque pensée. Tu le façonnes maintenant, pas demain, pas après, mais maintenant. Demande-toi, avant de dormir, comment veux-tu que mon esprit soit dans 60 jours, éteint et fatigué ou vivant et brillant? Souviens-toi, disait Jonathan, ton cerveau est le seul foyer que tu ne pourras jamais quitter. Prends-en soin, garde-le en paix et laisse-le briller.